Et donc, on va pouvoir commencer, pour ne pas prendre de retard, hein, on va pouvoir commencer par la présentation de Guillaume et de William sur le quartier de l'Autre-Soie. Donc, je vous laisse aussi en même temps vous présenter, hein, comme ça, je serai sûre de ne pas faire d'impair. Voilà. Donc, je vous invite à prendre place. Alors, je ne sais pas lequel... Voilà, je vous laisse vous organiser au niveau du défilé de présentation. Et donc, c'est parti pour 20 minutes. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, je suis William Lafont, je suis chef de projet aménagement pour le GIE La Ville Autrement. L'idée, c'est que je vous présente un peu le projet avant de partir plus finement dans le réemploi avec un spécialiste. Donc le projet de l'Autre-Soie, c'est un projet qui est porté par 5 acteurs, 4 qui sont tous dans le logement ou l'hébergement. Dans ces 4-là, il y a S Métropole Habitat qui est un bailleur social, Ronson Habitat qui fait de l'accession sociale, qui construit avant des logements, la Fondation Arélis qui fait du logement social accompagné et Alinea qui gère une partie de l'hébergement d'urgence et du SAMU social sur la métropole de Lyon. Ça, c'est pour le volet hébergement-logement. Et le 5e acteur, c'est le CCO, qui a un volet culturel, qui gère à la fois une salle de spectacle et à la fois une pépinière associative et culturelle. Ces 5 acteurs-là, ils sont réunis en 2016 en se disant qu'ils avaient envie de faire un projet de ville inclusive qui accueille tout le monde, où chacun trouve une place et où chacun est à même de porter un projet à lui. Ça a atterri sur le site que vous avez là, qui est le site de l'IUFM de Villeurbanne, avec 4 bâtiments qui étaient sur le site, dont un qui date des années 20, un grand parc à l'arrière et toute une bande là qu'on a décidé d'urbaniser à l'horizon 2023, avec un projet complet de quartier où il y a de l'ordre de 300 logements, avec une vocation sociale assez forte, de l'activité économique, et un volet culturel avec une salle de spectacle et une pépinière associative et culturelle qui se met au rez-de-chaussée du bâtiment patrimonial. Ce projet-là, donc au-delà du projet définitif, il nous paraissait hyper important. Une ville, elle ne se construit pas uniquement en mettant des bâtiments les uns à côté des autres, elle se construit aussi dans tout le projet humain qui se met autour et dans la rencontre qu'on est capable de faire avec l'autre. Et donc ça, pour nous, ça ne se construit pas tout seul. Et donc on a voulu mettre en place dès le départ une occupation temporaire qui se voulait préfigurer ce qu'on voulait faire à terme, avec dès 2016 des festivals qu'on a commencé à faire dans le parc à l'arrière pour présenter le projet aux riverains, et puis qui s'est renforcé sur le déroulé du projet avec une occupation temporaire plus forte des bâtiments. Donc en 2018, pardon. J'ai perdu mon... On est venu occuper un des bâtiments qui était des anciennes salles de classe pour y mettre un centre d'hébergement d'urgence pour loger 21 familles. Et en parallèle, on a réhabilité le rez-de-chaussée du bâtiment patrimonial pour y mettre 24 associations. L'enjeu était pour nous de préfigurer ce qu'on voulait faire à terme, c'est-à-dire ce mix entre culture, habitat, économie, et voir comment tout ça pouvait vivre ensemble et s'enrichir les uns les autres, avec notamment en ligne de mire la capacité d'agir des personnes que nous on loge. Et donc cet urbanisme transitoire, il s'est joué de 2018 à 2020, et puis là on est rentré en phase chantier, et on continue d'avoir sur la bande une occupation temporaire avec des habitats modulaires qui nous permettent de continuer de reloger les 21 familles, et un bâtiment qu'on a conservé, qui est conservé dans le projet à terme, et qui vient aussi accueillir l'économie sociale et solidaire et culturelle qu'on continue à mettre en place. Ça, c'est juste pour le projet global. Et donc, sur le sujet qui nous intéresse, la question du réemploi, nous, elle nous intéressait à plusieurs titres. Évidemment, le volet environnemental, parce que c'est un volet essentiel, mais aussi dans sa dynamique sociale que ça a apporté, notamment en termes d'insertion professionnelle. Et sur le volet culturel, on a profité de cette occasion aussi pour en faire un sujet sur l'accompagnement artistique et culturel que porte le CCO dans le projet, pour arriver à casser les codes, sensibiliser les riverains, les habitants et également les entreprises à cette question-là, et voir comment on pouvait aussi en faire un événement festif. Donc tout ça tout ça est en train de se jouer. Guillaume va revenir plus finement sur ça. Avec nous, la technicité du projet, c'était qu'on a un aménageur qui vient démolir ou déconstruire une partie des bâtiments. Et derrière, on a de l'ordre de 3 maîtrises d'ouvrage, plus des artistes qui venaient récupérer les éléments de réemploi qu'on intègre ensuite
dans les différents projets. Donc il y avait toute une ingénierie à mettre en place pour arriver à garantir le fait, enfin, tout ce flux et cette gestion de matière qui se fait donc de la déconstruction à la mise en œuvre. Je te passe la main. Merci. Alors si on va un petit peu plus loin, effectivement, on a eu la chance de commencer avec William une mission il y a à peu près 3 ans dans un groupement qui comporte EOD, Bellastock, Mineka et la SCOP des Deux-Rives autour de ce sujet, donc à la fois effectivement de la qualité environnementale et avec un volet spécifique réemploi. Naturellement, les premières étapes, elles consistent à aller chercher, à apprécier précisément le gisement par un diagnostic. Alors ça paraît assez bête, mais aujourd'hui, il n'y a que 5% des opérations de réhabilitation ou de déconstruction qui donnent lieu à un diagnostic autour des déchets de déconstruction. Donc on a engagé un diagnostic qu'on appelait ressources, et puis depuis pas très très longtemps, on l'appelle PEMD, qui permet d'aller de caractériser des éléments. On a quasiment une trentaine d'éléments qui ont été caractérisés précisément avec des fiches. On a également, sur ces 3 mois de diagnostic, identifié la capacité à conserver certains éléments dans le projet. Et ensuite, il a fallu passer par des étapes aussi de sensibilisation des acteurs. Il y avait une maîtrise d'ouvrage, évidemment, qui était très engagée, mais qui avait besoin d'en savoir plus sur le sujet. On avait une maîtrise d'œuvre de déconstruction, et on avait ensuite un cahier des charges pour consulter des maîtres d'œuvre qui allaient plancher sur la question. Il y a une question aussi, bien entendu, de flux. Le réemploi, c'est avant tout des flux et donc de logistique. Donc on avait une intervention d'un OPCU qui a planifié, vous voyez, par tout un tas de schémas, les flux entre les éléments disponibles, les stockages temporaires et leur destination éventuelle. Et c'est ce suivi de la matière qui est vraiment la clé, à mon sens, d'un pilotage du réemploi intelligent. À l'issue donc de ces étapes, on a identifié à peu près 850 tonnes de matériaux qui étaient réemployables. J'emploie le mot réemployable parce qu'évidemment, ce diagnostic, il n'est pas figé dans le temps. L'intervention ensuite des maîtres d'œuvre nous ouvre aussi à d'autres champs, parfois à des matériaux qui sont réemployables alors qu'on ne les avait pas identifiés, et parfois au contraire, on avait identifié une dépose sélective qui n'est pas possible et qui finalement retire une partie des matériaux qu'on avait identifiés. Donc chacun de ces composants, vous le voyez, assez variés, que ce soit des éléments d'extérieur, des éléments techniques ou des éléments de couverture, ont été caractérisés. On a dans chaque fiche identifié les moyens de les déposer. Et ensuite, on a bien entendu fait le listing pour regarder un petit peu comment on pouvait le proposer aux différentes équipes. Un autre point clé qui est lié à la logistique, c'est le stockage. Toujours identifié, notamment dans un plan masse et puis après derrière dans des plans d'installation de chantier, des zones de stockage temporaires qui peuvent durer 1 an, 2 ans. En l'occurrence, là, sur une opération comme celle-là, avec différentes étapes, on a une phase temporaire qui est assez conséquente. Alors le schéma est un peu barbare, mais je voulais simplement vous dire à travers ça que sur le lot de l'ancienne IUFM, c'est-à-dire le lot A que pilote l'entreprise Chazelle, on a une réhabilitation qui, en gros, a permis de conserver à peu près 6000 tonnes de matériaux. Donc, la première étape du réemploi, c'est quand même effectivement de se poser la question de la réhabilitation. En l'occurrence, là, c'était le cas. Et puis, on a, vous le voyez, quand on fait un schéma des flux, à peu près 130 tonnes de matériaux qui interviennent à différentes phases pour soit se substituer à des matériaux neufs, soit compléter la conservation. Ça paraît finalement sur les 9000 tonnes de matière au global du projet relativement peu, mais c'est à peu près aujourd'hui ce qu'on constate sur les opérations, entre 1 et 3% de matériaux réemployables sur l'ensemble de la matière. Alors ça vous paraît peut-être encore trop peu, insignifiant, mais à mon sens, on est là sur une première étape et on s'aperçoit, nous, dans nos opérations ultérieures, qu'on commence à dépasser les 3%, 4%, et évidemment, au bout d'un moment, on finira par avoir un pourcentage intéressant. William en a parlé tout à l'heure, l'autre point clé, c'est bien communiquer, former également et sensibiliser tous les acteurs. Alors ça passe par des ateliers, on a organisé avec Mineka et puis en lien aussi avec évidemment tous les acteurs du projet,
des visites, des ateliers autour de la déconstruction sélective. Bien réemployer, c'est évidemment bien déconstruire. Et ces différents ateliers qui ont permis de communiquer doivent se faire sur des registres différents, et on a permis de toucher à la fois le grand public, les étudiants. Vous voyez, il y a également aussi un travail autour de matières de réemploi pour des œuvres artistiques. Tout ça contribue effectivement à mieux sensibiliser chaque acteur, et ça nous a permis d'embarquer tout le monde dans la dynamique du réemploi sur ce projet. Voilà. Je ne sais pas comment je suis au niveau timing, mais on a terminé. Non, mais c'est parfait, parce que ce matin, je devais faire la police, mais là, c'est l'inverse. Il reste même un petit peu de temps. Donc, du coup, comme il reste un petit peu de temps, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre une ou deux questions sur ce projet-là. Ou si vous voulez ajouter, du coup, quelques points, étant donné qu'on a un petit peu de temps. Oui, alors, n'hésite pas. Je complète peut-être sur la partie justement interlots, puisqu'on a plusieurs lots donc, sur ce projet. On n'a pas fait le choix, comme d'autres opérations qui ont mis en œuvre du réemploi, de faire ce qu'on appelle un lot zéro, c'est-à-dire un lot qui gère l'ensemble du réemploi. On a au contraire, on va dire, pris le parti d'avoir dans chacune des opérations et ensuite dans chaque lot des variantes réemploi ou des bases réemploi et des variantes neuves ou l'inverse. Sans forcément avoir une coordination avec un lot identifié, comme on peut le voir sur d'autres opérations. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, voilà, il y en a une. Le micro va arriver vers vous. En attendant qu'il arrive vers vous, j'en profite juste pour dire aux gens qui sont debout au fond, donc il y a pas mal de place, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Oui, bonjour, vous m'entendez? Simple petite question, tout ce qui est câble électrique, cuivre, etc., c'est réemployable? Oui, ça c'est récupéré. Alors c'est en partie récupéré, bien entendu, mais on va au-delà de simplement du filaire. Vous voyez qu'on a caractérisé par exemple des luminaires entiers ou certains équipements intégralement réemployables dans leur ensemble, y compris l'alimentation électrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je vois une autre main qui se lève. Juste du coup, quand vous posez la question, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme ça nous permet aussi de pouvoir peut-être orienter mieux la réponse. Oui, bonjour, Frédéric Massip, je suis une société de conseil dans le monde du bâtiment. La question que je me pose pour voir émerger effectivement ces sujets de réemploi, c'est la frontière entre ce qui est réemployable dans un usage, on va dire, statique et la notion de performance liée en fait à des matériaux qui sont anciens, mais qui ne répondent pas, on va dire, aux normes ou aux qualifications attendues sur des bâtiments. Quel a été votre, justement, j'ai vu les 26 familles, quel a été justement votre enseignement sur cette frontière entre ce que je peux réemployer ou non de quelque chose qui n'a pas d'impact sur une notion de performance ou de réglementation? Parce que ça peut sous-entendre aussi derrière des assurances. J'ai vu des radiateurs, hein, donc radiateur, ça transporte de l'eau, et cette notion de je fais le choix de ne pas le faire parce que le risque est important. Là-dessus, il y a eu tout un travail du groupement dans la caractérisation du gisement de qu'est-ce qui était réellement intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, de complexité de réemploi à réutiliser. Et donc dans ce qui était réemployable, dans les éléments, il y avait sur les 10 000 tonnes de potentiels déchets, il y avait 900 tonnes qui étaient réellement réemployables parce que jugées pas trop compliquées à mettre en œuvre. Donc on a fait aussi le choix de la simplicité sur ne pas trop se faire mal sur ces questions-là. Avec un enjeu aussi qui était pour nous maître d'ouvrage important dans la question du réemploi. Moi je pense qu'il doit, dans ces démarches qu'on lance là, il y a un sujet pour moi que le réemploi apporte une valeur en plus à l'usager et à la qualité architecturale des projets. Parce que remettre du béton concassé en fondation, on l'a fait, ça fait beaucoup de masse. Concrètement, là, en plus des 3% qu'on a réussi à faire sur le second œuvre, on a aussi des éléments de concassage qui font de la masse dont on ne parle pas, parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est intéressant dans la question du réemploi, dans la capacité qu'il a
à rajouter une couche historique dans la construction et à apporter quelque chose une plus-value. Un radiateur en fonte, pour moi, il n'a pas du tout la même valeur que le radiateur neuf sorti d'usine en acier. Et c'est bien ça aussi qu'on cherche à montrer. Et dans notre démarche, on s'est quand même concentré pour les 26 composants qu'on a caractérisés sur des éléments qui sont à la fois inertes dans l'absolu, qui sont ensuite pour des usages qui effectivement ne nécessitent pas des tests de sécurité structurelle, etc. trop poussés. Pour l'instant, on en est effectivement à une base de réemploi qui ne va pas chercher la mise en œuvre de tout un processus de caractérisation. Voilà, on sait par exemple, je sais pas qu'un IPN, si vous le remettez pour une toiture, on ne sait pas exactement quelle a été sa fatigue structurelle et donc on est obligé de refaire un certain nombre de tests. Bon, ça, c'était trop lourd pour nous, donc on est resté sur des choses relativement évidentes, on va dire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, moi c'est Daniel Lapalu, donc je suis chargé d'études en bâtiment à la ville de Lyon et je voulais savoir comment ça s'articule entre le gisement du réemploi par rapport aux différents lots, c'est-à-dire au niveau timing, comment l'entreprise elle peut chiffrer en quelque sorte les quantitatifs dans son marché, comment cette articulation peut s'opérer et, enfin, voilà. Alors déjà, effectivement, on a, entre guillemets, créé une base de données d'éléments disponibles connus à partir des déconstructions qui avaient été menées. Alors elles ne se font pas dans le même timing, et ensuite, pareil, le travail de conception ne se fait pas non plus dans le même timing. Là, on a des lots qui commencent et on a des lots qui sont déjà très avancés. Donc il y a tout déjà un phasage de quel est le matériau disponible à l'instant T. Ensuite, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans chacun des lots dont on avait, on va dire, une disponibilité de matériaux réemployables, il y a eu une base avec la matière réemployable qu'on avait identifiée et une variante. Il se trouve que pour un certain nombre d'éléments, par exemple pour des blocs portes, on pensait pouvoir en faire une dépose sélective assez soignée. Ça n'a pas été possible. On active donc la variante neuve chiffrée dans ce lot-là. Parfois, ça peut aussi être effectivement que le matériau réemployable a déjà été utilisé par un autre lot, mais c'est pour ça qu'on fait une base de données, on n'en a plus, donc on utilise la variante. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut aussi, en cours de route, peut-être avoir un gisement de réemploi externe qui fait qu'on n'a plus la matière disponible sur place, mais en revanche, on a l'info d'un gisement qui peut nous intéresser par ailleurs. Et donc, ça peut quand même être la base réemployée qui s'active, mais pas forcément avec ce qu'on avait nous. Cette agilité-là, elle est hyper importante pour moi. C'est-à-dire que le gisement de base qui est réemployé et qui est pris en compte par les architectes pour l'intégrer dans leur conception, c'est évident qu'il faut y aller et c'est un volet important. Il y a aussi un vrai volet sur la capacité des constructeurs et des maîtrises d'œuvre à avoir une certaine agilité sur tel matériau, j'ai un gisement qui se profile, est-ce qu'on est capable de le mettre ? Et une grosse partie de la masse qu'on réemploie au final, c'est des éléments qu'on n'avait pas prévus initialement. Je pense au plancher d'une démolition qu'on avait fait à 2 km d'une barre dans un quartier prioritaire de la ville. On a récupéré 2500 m² de plancher pour l'intégrer dans notre résidence étudiante. Donc il y a tout un volet aussi d'une capacité à rester agile au fil de l'eau et pas se contenter simplement du gisement de départ sur le site spécifiquement. Eh bien, parfait. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Donc merci William, merci Guillaume.